Bonjour à tous. Un grand merci d'être fidèles et de nous suivre tous les mois pour cette pause parents qu'on essaye d'installer comme un vrai rendez-vous. Pause parents, c'est quoi? C'est 30 minutes sur une question parentalité et c'est maintenant. Alors, c'est bientôt l'heure de la rentrée et avec elle, tout un tas de questions logistiques, mais pas que. Vous faites vous aussi peut-être partie de ces parents de jeunes enfants et vous allez être confrontés à une première rentrée à l'école, à la crèche, chez la nounou. C'est une étape importante pour la plupart des familles, une période un petit peu charnière d'adaptation qui est à la fois excitante, mais qui peut nous amener à avoir tout un tas de préoccupations. Ça peut inquiéter certains parents et on les comprend très bien. Alors justement, on va aborder toutes ces questions-là aujourd'hui pendant 30 minutes. Et pour cela, je suis accompagnée de Magali Sanchez, infirmière puéricultrice à l'Institut de la parentalité de Bordeaux-Florac. Bonjour Magali, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors tu vas nous expliquer comment préparer au mieux cette première rentrée, comment gérer la séparation avec son enfant. On ne va pas se mentir, beaucoup de parents sont inquiets, ils le sont parfois plus que leurs enfants d'ailleurs. On redoute souvent le moment de se dire au revoir, où l'enfant va s'accrocher à nous, va pleurer. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller Qu'est-ce que tu peux conseiller aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Déjà, il faut savoir que l'enfant de moins de 6 ans n'est pas maître de ses émotions. Son immaturité cérébrale ne lui permet pas de prendre de la distance et de relativiser sur une situation qui peut le mettre en difficulté. Donc, c'est vrai qu'au moment de la séparation, l'enfant peut se mettre à pleurer. Et il ne peut pas vraiment vous dire ce qu'il va ressentir avec des mots, avec des vrais mots. Donc, en fait, les pleurs va vraiment être l'expression de ses émotions. D'ailleurs, les pleurs de l'enfant sont souvent perçus par l'adulte comme une grande tristesse, alors que c'est uniquement pour marquer parfois ce temps de séparation et qu'il ne sait pour l'instant pas dire au revoir autrement. Alors, j'imagine que les besoins sont différents en fonction de l'âge de l'enfant. Pour les plus petits, là, dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut se préparer en tant que parent, mais aussi préparer son enfant à l'entrée à la crèche, chez une nounou ou une assistante maternelle? Et d'ailleurs, est-ce que pour des enfants si petits, c'est nécessaire de les préparer? Oui, c'est toujours nécessaire. Lors d'une première séparation à la crèche ou chez une assistante maternelle, que je vais appeler une nounou, durant ces premiers mois, ça peut être intéressant de confier votre enfant à plusieurs reprises à des personnes qui vous sont proches. Déjà, ça va permettre à bébé de s'habituer à rencontrer de nouveaux visages et de permettre une première séparation d'avec vous. Quand je dis vous, c'est papa et maman, c'est-à-dire vraiment les figures d'attachement de votre enfant. La première séparation en crèche ou chez l'assistante maternelle sera déjà un peu moins difficile car il y aura déjà une habitude de séparation. Avant de quitter la maison, quand ce sera le premier jour où vous allez découvrir la crèche ou l'assistante maternelle, il faut vraiment expliquer à l'enfant que vous allez le déposer à la crèche ou que vous allez découvrir un autre environnement. Et quand la vraie première séparation va être arrivée, ça sera intéressant de pouvoir expliquer que vous le déposez, mais que vous reviendrez le chercher le soir en expliquant simplement la raison de cette séparation. Je reprends le travail, j'ai un rendez-vous, je dois m'absenter. Tout ça, en fait, c'est intéressant et important que l'enfant l'entende. Pour ça, c'est important aussi, surtout quand ils sont tout petits, d'énoncer des marqueurs temps. Je viens te chercher après le goûter, c'est papa qui vient ce soir. Ça permet à l'enfant de pouvoir avoir des repères dans sa journée. Et pour assurer évidemment une bonne transition émotionnelle entre la maison et la crèche, pensez et n'oubliez pas le fameux doudou, ou du moins l'objet transitionnel, la tétine, qui va permettre une séparation dans de bonnes conditions. Excusez-moi. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être de discuter avec le personnel, donc de la crèche ou bien avec l'assistante maternelle, pour coordonner les discours et pour avoir une continuité dans les soins de votre bébé. En fait, ça va augmenter son sentiment de sécurité, mais aussi le vôtre. Euh, L'important et le plus important, je dirais, ça va être de prévoir un temps d'adaptation. Ainsi, tout le monde va pouvoir avoir un temps où tout le monde va apprendre à se connaître. C'est un temps qui est important. C'est un temps qui va permettre de poser les choses et de pouvoir s'apprivoiser les uns les autres. Et pour que la séparation devienne plus facile,
Ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre en place un rituel entre votre enfant et vous. Ça va être la lecture d'une histoire au moment où vous arrivez sur le lieu d'accueil, de se dire au revoir à travers la vitre, de le laisser, lui, refermer le petit portillon ou la porte de sortie pour pouvoir en fait marquer vraiment ce vrai temps de séparation. Donc, tu nous disais tout à l'heure que, il fallait expliquer à l'enfant qu'on allait le rechercher le soir, qu'on allait reprendre le travail et que donc c'est pour ça qu'il allait passer la journée chez la nounou ou à la crèche. Si petit, est-ce que c'est utile de verbaliser en fait tout ça? Est-ce que c'est utile de lui expliquer à quoi vont ressembler ses journées, par exemple, avec qui il va passer ses journées? Et à partir de quand on peut lui en parler? Parce que j'imagine que la temporalité n'est pas la même en fonction de l'âge de l'enfant. Est-ce qu'on lui parle de ça 2 mois à l'avance? Est-ce qu'on lui en parle la veille? Comment on fait? Donc la temporalité d'un enfant de moins de 3 ans, elle est vraiment minime. C'est-à-dire que c'est à partir de 3 ans où déjà il y a une temporalité qui s'installe avec le hier, aujourd'hui, demain. C'est tout. Donc effectivement, ça ne sert à rien de pouvoir en parler 3 mois avant, même pas un mois avant, mais quelques jours avant vont suffire. Déjà de pouvoir préparer qu'il va y avoir une séparation, que papa et maman et ou papa, maman vont reprendre le travail et que effectivement votre enfant va découvrir un nouvel environnement, de nouvelles personnes en fonction si c'est une crèche ou une assistante maternelle, de pouvoir en fait expliquer qu'il va y avoir un changement. Après, rentrer dans les détails, l'adaptation est faite pour cela. Ça ne sert à rien de parler de manière très longtemps à l'avance de ce moment-là, parce que ça va créer plutôt une insécurité à l'enfant, parce que ce moment n'arrivera jamais au final. Donc, quelques jours avant suffisent. Quand je dis quelques jours, ça peut être 3, 7 jours maximum. Ça ne sert à rien avant. Donc, on peut préparer son enfant avec des rituels, avec des séparations progressives avec d'autres personnes quelques mois à l'avance, en tout cas plus à l'avance, mais verbaliser si c'est seulement quelques jours. Oui, tout à fait. Et même le temps d'adaptation, le vrai temps d'adaptation, quand l'enfant va être sur le lieu d'accueil ou en présence de l'assistante maternelle, c'est vraiment en fait le temps d'adaptation, il est entre 10 et 15 jours. Il est rarement plus pour que justement l'enfant s'habitue de manière progressivement, mais que ça ne dure pas trop longtemps non plus pour que la séparation dont on parle à son enfant depuis déjà quelques jours arrive à un moment donné. C'est-à-dire qu'en tout ça, entre le moment où on commence à verbaliser à son enfant et le moment où réellement il y a une vraie séparation qui se met en place, ça va durer entre 2 semaines, 3 semaines, grand maximum. Et pour les temps d'adaptation, quel que soit le mode de garde, que ce soit chez une assistante maternelle ou à la crèche, il y a ce temps d'adaptation? Tout à fait. C'est vraiment très important parce que cette transition, elle est capitale pour que cela permette à une nouvelle personne ou à des nouvelles personnes, quand c'est dans une collectivité, de rencontrer votre enfant, mais aussi d'intégrer et d'apprendre quelles sont les habitudes que vous avez avec lui. Ça permet de créer du lien. Alors, il va être évidemment complètement difficile de pouvoir recréer les mêmes habitudes que vous avez avec votre enfant, que ce soit en collectivité ou même chez une nounou, mais les enfants ont une capacité d'adaptation qui est remarquable, beaucoup plus que nous adultes, et eux, ils sauront s'adapter dans tous leurs domaines capitaux et primordiaux physiologiques, dans le sommeil, l'alimentation. Je pense souvent et surtout aux bébés allaités. Les mamans ont vraiment cette crainte dans la reprise du travail, mais je crois que ça fera l'objet de notre prochain post-parent. Tout à fait. Alors, si l'enfant pleure quand on le laisse à la crèche ou chez l'assistante maternelle, on laisse son enfant, il hurle, il pleure. Qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent un crève-cœur pour les parents de partir. Est-ce qu'on doit rester le temps qu'il se calme, le reprendre dans ses bras? Est-ce qu'au contraire, on doit vite partir en courant pour ne pas provoquer, pour ne pas allonger ce temps-là? Comment est-ce qu'on gère ça? On fait au mieux. Non, pour de vrai,
En fait, si votre enfant se met à pleurer, l'idéal, c'est de ne surtout pas partir discrètement sur la pointe des pieds quand votre enfant a la tête tournée pour écourter ce moment qui est difficile, tant pour lui que pour vous, parents. Donc, parce que pour lui, vraiment, ça sera assimilé à de l'abandon, parce que tout d'un coup, il va tourner la tête et le parent aura disparu. Même s'il y a des pleurs, prenez le temps de lui dire au revoir, de lui expliquer que vous allez revenir le chercher, ce fameux moment auquel vous viendrez le rechercher, après le repas, après la sieste, après le goûter. Ça permet de donner une temporalité à l'enfant qui l'intègre et qui l'a intégré depuis déjà bien longtemps. Donc, ça permet de pouvoir rassurer l'enfant sur le moment auquel vous reviendrez. Après, attention à ne pas rester justement trop longtemps pour éviter que la séparation ne s'éternise. Et en fait, la phrase que, notamment dans les collectivités, les professionnels redoutent, c'est « tu vas pas pleurer, hein? Hein, tu vas pas pleurer ». Parce qu'évidemment que l'enfant risque de se mettre à pleurer à ce moment-là. Si la séparation se passe bien, si votre enfant est en sécurité, si votre enfant a trouvé une personne ressource, ben c'est génial. Et qui ne pleure pas, c'est génial aussi. Ensuite, en amont, quand ils sont vraiment tout petits, notamment dans la phase 8-9 mois, on parle de cette fameuse angoisse de séparation. Donc, c'est cette période où l'enfant n'a pas encore découvre que c'est un petit être à part entière, mais il ne sait pas encore si réellement l'objet qui disparaît va réapparaître. Donc, c'est vraiment une source d'angoisse. C'est pour ça qu'on appelle ça l'angoisse de séparation. Donc, à ce moment-là, si l'enfant découvre de nouvelles personnes à ce moment-là, et donc il va y avoir séparation à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre en place à la maison ces fameux jeux de disparition, les coucous cachés. Je me couche, je me revoilà, je me mets sous une couverture, je réapparais. Ça permet de mieux intégrer que même si le parent disparaît, il va réapparaître. Il y a plein de petits jeux, les petits jeux d'encastrement. On met un petit cube dans une boîte, elle va disparaître, on soulève la boîte, magie, il est encore là. Tout ça, ce sont des jeux de coucou caché qui permettent de rassurer l'enfant sur l'objet qui apparaît et qui disparaît. Et après, donc, il ne faut pas oublier que ces petits êtres sont des vraies éponges émotionnelles et il faut être vraiment très attentif à son propre état interne. Si on est très inquiet ou qu'on part en pleurant nous-mêmes de la crèche ou de chez la nounou, l'enfant risque de ressentir votre inquiétude, votre tristesse ou votre angoisse et ça peut potentialiser son angoisse à lui. Plus vous serez serein pendant cette séparation, ou en apparence sereine pendant cette séparation, plus l'enfant le sera. D'ailleurs, le personnel de crèche ou les professionnels, les nounous ou les assistantes maternelles, disent souvent que l'enfant arrête de pleurer très vite après le départ du parent. Hein. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je disais. C'est pas forcément une manifestation de tristesse à ce moment-là, mais c'est vraiment sa manière d'exprimer son émotion à ce moment-là et donc de marquer la séparation. Sa manière à lui de dire bah, je ne suis pas content que tu partes. Ça ne me plaît pas vraiment. Donc, il va vous signifier son état émotionnel à un instant T, mais ce n'est pas pour ça que c'est un sentiment qui va se pérenniser tout au long de la journée. Pour les parents les plus angoissés, les structures proposent souvent d'appeler si on a besoin aussi pour Bien les sûr. professionnels pour s'assurer que tout va bien et souvent c'est le cas. Donc Tout à fait. Il ne faut pas hésiter, justement. Si le personnel ou l'assistant maternel vous propose d'appeler et que ça vous rassure, faites-le. Vous ne les dérangerez pas, ils vous l'ont proposé. Alors, donc là, on a vu vraiment comment on pouvait préparer son enfant, mais se préparer aussi soi-même en tant que parent pour les plus petits. Après, on a aussi les premières rentrées scolaires, donc les rentrées en école maternelle pour les enfants de 3 ans. Comment est-ce que ça se passe? C'est un grand moment. C'est un grand moment peut-être plus pour les parents que pour les enfants au final, parce que certains ont déjà vécu des premières séparations. Mais ça reste un grand moment parce que c'est une étape importante dans le développement de son enfant, de son propre enfant. Je voulais quand même faire une petite parenthèse sur l'acquisition de la continence, ce qu'on appelle l'acquisition de la propreté. Je n'aime pas ce terme, donc je parle vraiment d'acquisition de la continence. L'école est devenue obligatoire à partir de 3 ans, donc l'institution ne peut pas vous refuser un enfant
s'il n'a pas acquis sa continence. Évidemment, pour le confort de tous, ça sera bien qu'il aille sur les toilettes de manière autonome et qu'il puisse se passer de sa couche. Maintenant, s'il n'y arrive pas tout de suite, l'équipe pédagogique sera là pour vous accompagner et surtout, il sera très très vite motivé par les autres enfants pour pouvoir l'acquérir. Donc, ne vous mettez pas une pression supplémentaire avec l'acquisition de la continence, parce que c'est souvent une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête du parent, pour le coup, et donc de l'enfant à ce sujet-là. Ensuite, comment va se passer cette première entrée maternelle? Souvent, et malgré la crise sanitaire qui nous accompagne depuis déjà quelques mois, certains ont peut-être eu la chance de visiter l'école du tout petit et ça permet déjà d'avoir quand même de très nombreux repères pour le premier jour. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller faire un tour autour déjà du bâtiment. Parfois même, la cour d'école peut être visible, l'extérieur, la cour d'école. Ça permet de donner des repères dans la tête de l'enfant de ce qui va se passer le jour J. Et à quel moment, d'ailleurs, on peut commencer à parler de la rentrée, de l'école? C'était un peu la même question que je t'avais posée pour les tout petits. Là, c'est vrai que pour les plus grands, c'est encore autre chose, hein. À quel moment on peut parler de la rentrée à son enfant? Est-ce qu'on en parle avant les vacances d'été? Est-ce qu'on en parle pendant les vacances d'été? Est-ce qu'il faut en parler très souvent, régulièrement, ou est-ce qu'au contraire, il faut les laisser tranquilles avec ça? Un peu comme nous, hein, quand on démarre un nouveau travail, on y pense déjà à nous-mêmes énormément. Est-ce que les enfants, c'est pas un peu pareil finalement? Si, bien sûr, après, tout va dépendre de votre enfant. C'est vous qui le connaissez le mieux de toute façon. Donc, en principe, il y a déjà eu une première visite de l'école avant les vacances, donc en courant mai, juin. Maintenant, c'est ce que je disais aussi, un enfant de 3 ans a une temporalité plutôt faible entre hier, aujourd'hui, demain. Donc, c'est plutôt mélangé. Donc, il va avoir le souvenir qu'il a visité l'école, que ça fasse 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, ça reste quand même encore un petit peu flou dans sa tête. Et donc, en fonction de votre enfant, vous savez s'il est important, quand il va y avoir un grand événement, de lui rappeler régulièrement. Et dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait investir avec des livres sur l'école maternelle pour pouvoir l'aider à se repérer dans ce grand moment. Ou bien, au contraire, vous connaissez votre enfant et vous savez qu'il est préférable pour lui de respecter sa temporalité de souvenir. Et donc, il sait qu'on a visité l'école, il sait que ça va arriver, mais dans ces cas-là, on va respecter cette fameuse 10 à 15 jours auparavant. On va vraiment en fait pouvoir en reparler à ce moment-là et de pouvoir effectivement appuyer et s'appuyer sur ces fameuses visites de l'extérieur, reparler avec des livres de ce moment de rentrée scolaire. Donc 10-15 jours avant, on peut effectivement un peu remettre les bouchées doubles devant en fait l'apprentissage et se remémorer ce souvenir de rentrée scolaire. Donc, ce qui va être intéressant aussi, c'est une semaine avant de penser à recadrer le rythme du sommeil de votre enfant, qui n'est pas toujours le même quand on est en vacances, et donc de pouvoir recaler un petit peu l'heure du coucher pour avoir une heure du coucher un petit peu plus raisonnable en termes de respect de sa quantité de sommeil, tout en sachant qu'il va y avoir un lever peut-être un petit peu plus précoce. Et après, la dernière chose, c'est une grande étape, et je pense que c'est une étape qui doit être faite en famille, c'est préparer cette rentrée de manière matérielle. Souvent, les établissements scolaires ont demandé un cartable, un cahier, un gobelet, une serviette de table. Tout ça, ça peut être préparé avec l'enfant et ça permet d'identifier qu'il va y avoir quand même quelque chose et une étape importante pour tout le monde. Une fois qu'on a préparé le terrain un peu avant la rentrée, le jour J, c'est vrai qu'il n'y a pas de période d'adaptation à l'école maternelle, hein, c'est quand même aussi une nouveauté. Comment ça se passe? Est-ce qu'on doit prévoir de rester, de rentrer dans la classe, de rester 1 heure? Est-ce qu'au contraire, on laisse l'enfant, on lui fait un bisou en lui disant on vient te récupérer en fin d'après-midi, et puis on lui fait un bisou, puis c'est tout? Qu'est-ce qu'on prévoit en tant que parent? À quoi il faut s'attendre? Déjà, prenez votre temps. Le temps est quelque chose d'important. La temporalité de l'adulte et de l'enfant est complètement différente. C'est pour ça que lorsqu'on demande à l'enfant, par exemple, à tout moment de la journée,
de mettre ses chaussures ou d'enlever son t-shirt ou sa veste, vous remarquerez qu'il y a toujours en fait un nombre de secondes qui nous paraissent pour nous adultes une éternité, mais à un moment donné, l'enfant exécute notre demande. Mais la temporalité n'est jamais la même entre un adulte et un enfant. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps, peut-être même prévoir de le réveiller un petit peu plus tôt à ce moment-là. Alors, il n'est évidemment pas question d'arriver en retard le premier jour et encore moins complètement stressé parce qu'on a un timing à respecter et que là, pour le coup, le portail va se fermer à une heure vraiment précise. Ce n'est pas comme à la crèche où si on a un petit quart d'heure de battement, ce n'est pas très, très grave. Donc, c'est vraiment ce temps-là qui est important et donc de prévoir en fait dans votre propre emploi du temps suffisamment de temps pour une séparation de qualité, de pouvoir en fait se dire au revoir de manière tranquille, de manière douce. En principe, l'équipe pédagogique est là pour soutenir ce moment parce que justement, effectivement, il n'y a pas eu d'adaptation. Donc la plupart du temps, les enfants marquent cette séparation de manière assez importante. Et donc de pouvoir se dire que, en fonction, là encore, de l'activité sanitaire, certaines écoles vont permettre aux parents de rentrer dans la classe ou pas. Donc là, en plus, il y a vraiment ce challenge supplémentaire par rapport à la crise sanitaire. En conditions normales, en principe, le parent a tout à fait la possibilité de pouvoir rentrer dans l'école, dans la classe, pour pouvoir faire une séparation de qualité. Là, aujourd'hui, ça va vraiment être très école dépendante. Donc, évidemment, pensez aux doudous, pensez à la tétine. Là encore, certaines écoles acceptent les doudous, acceptent les tétines. Donc, pensez à l'emmener. Vous verrez sur place si vous n'avez pas pu échanger avec l'instituteur avant ce premier jour. Et puis, comme pour les tout petits, moins vous montrerez votre anxiété, votre stress, plus vous ferez confiance au personnel éducatif, plus votre enfant vivra ce moment de manière détendue. Un rituel d'au revoir peut tout à fait être mis en place pour favoriser la séparation. Ce petit rituel que vous avez peut-être déjà mis en place dès la crèche, dès l'assistante maternelle, c'est quelque chose qui peut être tout à fait transposé au moment de la séparation à l'école. C'est quelque chose qui va rassurer l'enfant. Alors, est-ce que lors de cette première journée ou de ces 2 premiers jours, l'école peut appeler les parents, si ça se passe pas bien? Autrement dit, est-ce qu'il faut qu'on prenne des dispositions au travail, par exemple, en se disant: «Bon, on peut être appelé un peu à tout moment, pour, venir récupérer son enfant» ou pas? Alors ça va être très école dépendant et c'est une question à laquelle je vais avoir beaucoup de difficultés à répondre. Maintenant, en principe, surtout sur les premiers jours, l'école gère. C'est rarissime quand l'école va appeler en disant: «Écoutez, il ne fait que pleurer, venez récupérer votre enfant». En principe, justement, sur les 2 premiers jours, l'équipe pédagogique, l'équipe éducative va essayer de trouver des stratégies pour arriver à ce que l'enfant s'adapte au mieux à l'école. Maintenant, ce discours-là, il est vraiment à temporaliser en fonction de l'enfant, en fonction de l'instituteur, en fonction de l'école. Enfin, il y a tellement de en fonction d'eux que c'est une question qui est plutôt difficile. Alors, est-ce que tu conseilles aux 2 parents d'être présents le jour de la rentrée? Alors là aussi, évidemment, hein, c'est vrai qu'on aimerait évidemment participer, parfois même en famille, hein. Il y a souvent des grands-parents aussi qui vont être présents lors de ce premier jour de rentrée parce que c'est vraiment un événement. Cependant, sur le plan émotionnel, la présence des 2 parents, elle n'est pas forcément conseillée. Déjà, elle n'est pas très conseillée par les instituteurs eux-mêmes parce que le jour de la rentrée, c'est un jour qui est chargé d'émotions. Donc pour vous, pour votre tout petit, mais aussi par tous les autres parents et par tous les autres enfants qui vont être présents. En principe, dans une classe standard, on est aux alentours de 27 enfants, donc c'est une moyenne, hein. Donc imaginez 27 enfants plus les 2 parents par enfant par classe, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et donc beaucoup d'hormones de stress sur ce même jour. Donc un parent est souvent bien suffisant. Par contre, ça ne veut pas dire que le deuxième parent ne doit pas se rendre disponible pour aller le récupérer le soir, pour montrer qu'effectivement, c'est lui en fait qui prend le relais aussi le soir et qui pourra en suivant donc aller l'accompagner le lendemain, etc. C'est-à-dire qu'il y a certes un premier jour,
Mais il y a aussi donc les deuxièmes jours qui peuvent être, euh, qui sont tout aussi importants. Et finalement, ce deuxième moment où on va venir récupérer son enfant, bien, c'est tout aussi important au final. C'est finalement presque le deuxième moment fort de la journée qui va être le retour du parent. Il n'est pas question d'arriver en retard à partir du moment où vous avez dit à votre enfant que vous allez venir le récupérer à l'heure de la fin des classes. Ben, il faut être là à ce moment-là. D'arriver avec une petite collation réconfortante avec le gâteau qu'il adore, la compote, le goût de la compote qu'il préfère. Ben, quoi de mieux que d'avoir ce petit doudou en plus à la sortie, à la fin des classes. Et donc, à la fin de cette journée de classe, qui va être chargée en émotions, il est important de garder du temps de qualité. Ce n'est pas le moment où vous allez vous programmer une réunion en visio. Ce n'est pas du tout ce moment-là que vous allez effectivement pouvoir avoir un petit peu de temps pour vous. Là, c'est vraiment du temps dédié à votre enfant, de jeu, de câlin, le bain vraiment hyper proximal, de pouvoir justement pouvoir décharger un petit peu de toutes ces tensions. Et si jamais on ne peut pas récupérer son enfant à 16h30 ou selon les écoles plutôt, et qu'on doit le laisser à la garderie dès le premier jour, est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que ça va impliquer chez l'enfant? C'est absolument pas grave pourvu que ça ait été expliqué à l'enfant dès le premier jour au final. À partir du moment où on indique à l'enfant, et c'est valable pour la crèche, c'est valable pour l'assistante maternelle, à partir du moment où on dit, ben voilà, tu goûtes, et puis quelques temps après, je pourrais venir te récupérer parce que maman, elle finit à telle heure, nounou, la crèche te dira à quelle heure, mais c'est absolument pas grave. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites, bah, à la fin des classes, tu iras à la garderie, tu prendras ton goûter à la garderie, et moi, j'arrive à telle heure, comme prévu. Et tant que c'est bien expliqué, tant que le cadre est bien posé, il n'y a aucune crainte à laisser votre enfant à la garderie, que ce soit le matin ou que ce soit le soir au final. Il n'y a vraiment aucune crainte là-dessus. Après, c'est certain que si vous avez la possibilité et l'occasion de pouvoir adapter votre planning, que votre employeur soit un petit peu indulgent par rapport à l'adaptation de votre planning sur les 2-3 premiers jours d'école, c'est sûr que c'est l'idéal. Maintenant, voilà, c'est toujours intéressant de poser la question. Ils ne disent pas tous oui, mais bon, on ne sait jamais, sur un malentendu, tout peut fonctionner. C'est comme on peut. Exactement. Alors, ça peut arriver que son enfant pleure à chaque matin quand on le dépose, elle arrive à l'école. Ça arrive même que dès le lever, il manifeste son désaccord, qu'il ne souhaite pas partir. Forcément, ça inquiète beaucoup, ça questionne. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation où l'enfant n'a pas envie d'aller à l'école? Alors, il faut rassurer, parce qu'un enfant qui ne veut pas aller à l'école, c'est qu'il est inquiet. Inquiet soit de vivre la séparation, soit effectivement que ce moment, en fait, il y a quelque chose en fait, qui ne lui permet pas d'être vraiment rassuré. Donc, la deuxième chose, ça va être d'en discuter avec l'équipe pédagogique, avec l'institutrice, l'instituteur, l'ATSEM, donc les personnes en fait ressources au niveau de l'école, pour pouvoir trouver un rituel qui va rassurer votre enfant. Alors certes, il y a le doudou, mais on peut aussi envisager une photo ou bien un foulard imprégné de votre odeur qui pourra prendre quand il le souhaite, pas forcément qu'au moment de la sieste. Donc il y a plein d'autres petites stratégies qui vont pouvoir rendre la séparation un peu moins douloureuse. Je vous parlais de rituels. Moi, j'aime beaucoup l'idée du petit cœur que vous allez dessiner à votre enfant sur le poignet de votre enfant au moment de la séparation, en disant bah, regarde, je te fais un petit cœur, et puis regarde, je fais le même sur mon poignet, comme ça, quand on le regarde, on pense l'un à l'autre. Et ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Après, ce qui peut arriver, c'est que le premier jour, tout va bien, le deuxième jour aussi, et puis arrive le troisième jour, et là, c'est la catastrophe. L'enfant va se mettre à pleurer et il ne veut plus y retourner. Donc là, en principe, ça désarme énormément le parent, peut-être même plus que lorsqu'il pleure dès le début, parce que tout va bien, et puis ça peut s'effondrer. Cet effondrement-là, il peut arriver un petit peu plus tardivement au final.
Donc, c'est très, très désarmant, mais à ce moment-là, il faut faire attention à ne pas incriminer l'école ou bien les autres enfants ou bien le comportement de la maîtresse en disant, bah oui, la maîtresse, elle n'est pas gentille, les copains, ils t'ont fait mal. D'avoir plutôt un discours très positif et puis d'être soi-même persuadé que l'école n'est pas en fait à l'initiative de ce comportement-là. Souvent, c'est bien la séparation en fait du début qui crée cette insécurité-là et c'est uniquement l'inséparation. Donc parfois de remettre en place ce fameux rituel et de reproposer un rituel rassurant pour l'enfant et ce parfois dès le lever, d'avoir toujours les mêmes gestes, de pouvoir le laisser choisir ses vêtements, de pouvoir lui laisser choisir les chaussures qu'il va mettre. Ça permet en fait d'avoir un cadre très très rassurant pour l'enfant et de pouvoir lui donner un peu le pouvoir de cette séparation. D'accord, donc une routine structurante quoi, pour l'enfant, hein, de toute façon, dès qu'il est petit et même après. Oui, tout à Euh, fait. Merci beaucoup Magali. Alors on a bien compris que l'angoisse pouvait venir aussi des parents et qu'il fallait s'apaiser au maximum pour apaiser également son enfant. Parmi les préoccupations qui questionnent beaucoup les parents, on a aussi le passage en fait entre l'ancien mode de garde qui est beaucoup plus individualisé et puis l'école où l'enfant se retrouve dans un grand groupe. Les adultes se demandent souvent si l'enfant ne va pas être un peu perdu, un peu délaissé par rapport à avant. Alors là aussi, c'est évidemment une question qui est difficile parce que ma réponse, elle ne va pas forcément vous rassurer à 100%. Parce que oui, ça va être difficile et non, un adulte dans une école maternelle ne peut pas être aussi attentif qu'un adulte dans une crèche ou une assistante maternelle. On parle de un enfant, un adulte pour 3 enfants ou un adulte pour 5, 6 enfants dans une crèche. On est à 2 adultes pour 27 dans une école, donc bien évidemment dans une classe. Bien évidemment que l'attention ne sera pas la même. Maintenant, il faut aussi se dire que les enfants sont plus grands, donc que les besoins sont moins intenses, sont moins de manière exclusive. La plupart du temps, il y a déjà eu une séparation de fait, peu importe que ça soit dans une collectivité ou chez une assistante maternelle où il n'y avait qu'un seul enfant. L'important est vraiment la séparation. Ce n'est pas vraiment la quantité du groupe. Ça, l'enfant va s'y habituer. Un enfant a la capacité de s'habituer. Donc, il arrivera à s'habituer au grand groupe d'enfants. Et ensuite, l'équipe pédagogique est évidemment formée et habituée à gérer des grands groupes d'enfants. Donc, il faut aussi arriver à lâcher prise et à faire confiance évidemment à l'équipe pédagogique qui va être présente sur place. En principe, je rajouterai que les assistantes, les ATSEM, pardon, et les instituteurs sont relativement disponibles, surtout quand c'est dans la petite section, pour pouvoir échanger avec vous. Si vous estimez que vous avez une crainte, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec l'instituteur ou bien à rester un petit peu plus longtemps à la fin de la classe pour pouvoir échanger sur vos inquiétudes. C'est vraiment important qu'il y ait ce lien qui perdure. Vous, ça va vous rassurer. Si vous êtes rassuré, votre enfant sera rassuré. Et là, on rentre dans un cercle vertueux. À partir du moment où ce cercle-là, il se brise et où si la communication n'est pas possible, eh bien c'est là où on peut rentrer dans ce cercle vicieux et donc quelque chose qui, à un moment donné, ne sera plus tolérable ni pour vous ni pour votre enfant. Donc finalement, faire confiance aussi à l'équipe pédagogique et à l'école. Oui. C'est vrai il y a quand même une part de mystère aussi qui est liée à l'école. On n'a pas le compte-rendu de la journée pour chacun des élèves et on le comprend très bien, mais il y a quand même quelque chose qui se passe dont on n'a pas connaissance aussi à l'école. C'est quelque chose c'est vraiment cette perte de contrôle, cette absence de maîtrise qui est plutôt difficile. Et finalement, on dit toujours que c'est plus facile pour les enfants qui ont été en crèche. Donc probablement parce qu'il y a cette notion de groupe déjà, mais par contre c'est beaucoup plus difficile pour les parents dont l'enfant a été accueilli en crèche. Parce que justement, il y a cette question d'habitude, on retranscrit la journée, on sait qu'est-ce qu'il a mangé, on sait combien de temps il a dormi, on sait ce qu'ils font dans la journée, alors qu'à l'école, on ne sait plus ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette perte de repère qui peut être plus importante finalement pour les parents dont l'enfant a été accueilli en crèche.
Oui. Alors, au niveau du rythme d'une journée, on sait que les journées, elles peuvent être très longues chez les petits aussi, hein, chez une assistante maternelle, une nounou ou en crèche. Mais à l'école, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, c'est moins individualisé forcément. Donc, est-ce que ça respecte quand même le rythme de l'enfant? Est-ce que c'est pas trop fatigant pour un enfant, ces journées de classe? Alors, la journée de classe est aussi découpée en grands moments. Elle va être découpée stratégiquement avec le repas et en suivant avec la sieste. En principe, le matin est plutôt dédié aux activités de réflexion, plus pédagogiques dans la mise en place en fait, de petites activités. Et l'après-midi va plutôt être dédié aux activités physiques, plus motrices, après la sieste, justement. Donc, au final, l'équipe pédagogique est formée à accueillir des tout petits et donc à pouvoir proposer de manière graduelle des activités qui vont répondre à la demande de l'enfant, tant sur un plan de vue psychologique que physique. Et ça, c'est vraiment une des notions qui est importante. Par contre, il est certain que ça va mobiliser énormément d'attention chez l'enfant. Dans les 3 premiers mois, on voit vraiment les enfants qui sont extrêmement fatigués par leur journée de classe parce que ça mobilise beaucoup de notions et que cette notion d'apaisement qu'on peut retrouver dans un petit groupe d'enfants, donc que ce soit chez une assistante maternelle ou dans une crèche, il y a moins ce temps-là un petit peu de décantage à l'intérieur d'une journée. Donc c'est sûr qu'ils risquent d'être beaucoup plus fatigués. Maintenant, certaines écoles peuvent proposer des dérogations pour pouvoir récupérer son enfant avant le repas ou après le repas. Ça, c'est encore une fois en fonction des écoles. Et donc, la sieste pourra être faite à la maison. Le repas peut être pris à la maison et la sieste peut être faite à la maison sur certains jours, sur toute la semaine. La plupart du temps, c'est possible jusqu'aux vacances de Toussaint, jusqu'aux vacances de Noël. Ça, il faut vraiment vous renseigner auprès de l'instituteur, du directeur de l'établissement et en fonction, évidemment, vous, de votre planning, si c'est possible. Mais une assistante maternelle, par exemple, peut aller récupérer en périscolaire un enfant pour qu'elle puisse ou qu'il puisse aller faire la sieste chez elle. Donc, ça permet peut-être un moment un petit peu plus doux, un petit peu plus tranquille dans un petit groupe d'enfants pour pouvoir justement avoir ce temps un peu plus doux. Donc, soyez bien à l'écoute de la fatigue de votre enfant. Un enfant fatigué gère beaucoup moins bien ses émotions. Donc, effectivement, c'est des enfants qui peuvent faire beaucoup de colère en rentrant de l'école, non pas parce que c'est un enfant colérique, c'est juste parce que c'est un enfant fatigué et que un non peut effectivement enlever la soupape de la cocotte minute. Et puis, à ce moment-là, l'enfant peut rentrer dans une colère importante parce qu'il n'arrive plus à gérer ses émotions, qu'il les a contenues pendant toute une journée de classe et qu'effectivement, c'est difficile pour lui. Donc, on peut vraiment le transposer à nous adultes quand on est très fatigué et qu'on apprend une mauvaise nouvelle. C'est à ce moment-là où on va éclater en sanglots ou bien se défouler contre la personne qui peut être présente à ce moment-là, souvent le mari. Mais effectivement, c'est vrai que ces émotions-là, quand on les rapporte à nous adultes, qu'on comprend peut-être beaucoup mieux. Et il faut vraiment être beaucoup plus permissif sur un enfant qui rentre de l'école dans sa gestion de la fatigue. Et donc, j'en reviens encore à ce petit conseil par rapport au coucher. Essayez vraiment de respecter le rythme au maximum en le couchant le plus tôt possible pour qu'il ait son quota de sommeil maximal déjà au moment de son réveil. S'il se réveille déjà fatigué, c'est là on rentre vraiment dans une spirale très compliquée. Merci beaucoup Magali pour toutes ces informations. Je crois qu'on est bien équipés. On a toutes les fournitures nécessaires pour faire face à cette rentrée. Si vous, parents qui nous suivez, qui nous écoutez, souhaitez être conseillés plus individuellement, vous pouvez l'être par une professionnelle. Magali, tu peux le proposer pour préparer ces temps de séparation, justement, peut-être aussi pour les plus petits. Mais d'ailleurs, ça ne concerne pas forcément que la rentrée en crèche ou à l'école, hein. Ça peut être aussi des séparations d'autres natures, comme on part en vacances ou comment préparer un tout petit, hein. Je crois que ces conseils-là, ils s'appliquent aussi dans ces moments-là.
Si vous voulez être vraiment accompagné individuellement, vous pouvez prendre rendez-vous. Magali Sanchez peut vous accompagner également. Elle intervient à domicile. On peut te contacter à l'Institut de la parentalité, Magali, Oui. au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour discuter ensemble de la rentrée, mais aussi de la reprise du travail et de l'allaitement. Merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci encore, Magali. Belle fin d'été et surtout, bonne rentrée à tous. Au revoir. Au revoir.